Donc Laurent Guillot est de ces historiens de la musique très familiers des institutions de conservation. Il est connu de tous les bibliothécaires de France, d'Europe et peut-être d'Amérique du Nord. Il a placé, pour une raison évidente, il a placé l'exploration des sources manuscrites et imprimées au cœur de son travail. Et il y a peu de collègues conservateurs responsables de fonds dans lesquels se trouveraient des ressources musicales anciennes qui n'aient pas eu l'occasion de le croiser en salle de lecture et qui n'aient pas eu l'occasion non plus de profiter de son expertise. Sa bibliographie est colossale. Je ne dis pas ça par flagornerie, je dis ça pour expliquer que je vais me dispenser d'en faire le résumé. Mais je crois qu'on peut noter que dans la production scientifique de Laurent Guillot, on observe un égal intérêt pour la production et l'édition du texte musical d'un côté, sa production et sa marchandisation éditoriale, mais aussi un intérêt pour ses modes de circulation et de réception. Je donnerai peut-être deux exemples sous forme de raccourci de l'un et l'autre axe de recherche. Il a eu la témérité de s'attaquer à la plus grande dynastie d'éditeurs de musique en France sous l'Ancien Régime, les Ballard. Sa bibliographie monumentale des éditions de Pierre et Robert III Ballard, publiée en 2002 ou 2003, est pour nous tous un usuel. Et nous attendons impatiemment une bibliographie du même type qu'il a promis de consacrer à Christophe Ballard, qui, si j'ai bien suivi la dynastie... C'est tout bientôt ? Oui, enfin, l'édition va commencer, l'édition technique va commencer. D'accord, très bien. Donc là, chez Brepols. Le chemin de fer est en route, pour parler le langage des éditeurs, bien puisque là, Laurent, vous me contredisez bien sûr, Christophe Ballard prend la succession de cette machine éditoriale dynastique au-delà de l'année 1673. Et puis, pour illustrer ses travaux sur cet autre terrain de la circulation et de la réception des textes musicaux, moi j'aimerais bien citer un petit texte qui est lui aussi sous presse, pardonnez-moi cet adjectif petit, disons un article qui n'a rien de la monumentalité des travaux bibliographiques sur Ballard, mais c'est un article qui figurera dans la prochaine livraison de la revue Histoire et civilisation du livre, un article consacré à l'importation des livres de musique en Espagne au XVIe siècle. Alors Georges Morales, qui va lui donner la réplique aujourd'hui, est un spécialiste de la musique et du mécénat musical italien, particulièrement au XVIIe et au XVIIIe siècle. Vous avez consacré votre thèse, une thèse en co-tutelle à la Sorbonne et à la Sapienza. Cette thèse a été consacrée au compositeur Sigismondo d'India à la cour de Turin, 1611-1623, musique, mécénat et identité nobiliaire. Donc soutenu en 2014, publié très récemment, l'année dernière. Chez Brepols. Et vous êtes aujourd'hui rattaché, non pas à l'IREMUS, ou peut-être incidemment à l'IREMUS, mais en tout cas de manière plus institutionnelle, au Centre d'études supérieures de la Renaissance, au CESR, à l'Université de Tours, lequel CESR a depuis longtemps fait de l'histoire de la musique un de ses axes de recherche, et pas seulement pour ce qui concerne la musique de la Renaissance, dans une approche de la Renaissance étendue à ces XVIIe et XVIIIe siècles qui sont les vôtres. Alors vous êtes lancé dans une enquête, dans une exploration de la constitution, de l'histoire de la constitution des fonds musicaux anciens de la bibliothèque Sainte-Geneviève, en concentrant votre intérêt sur les ressources italiennes de ces fonds anciens. Merci, M. Sordet. Voilà, c'est bon. Bonjour à tous. Le fonds musical ancien de la Bibliothèque Sainte-Geneviève est bien connu des musicologues qui travaillent sur l'Ancien Régime. Il est riche d'environ 450 éditions parues entre 1530 et 1750, en incluant les imprimés et les manuscrits, en incluant les traités, mais pas les liturgies. Il a été catalogué par le répertoire international des sources musicales à la fin des années 50, ou au début des 60. Il a fait l'objet d'un catalogue spécifique par Madeleine Garros et Simone Vallon, déjà cité, publié en 67. Et comme vient de nous le rappeler Madame Rollet, une bonne part est désormais numérisée, consultable sur Internet Archive et référencée sur Gallica. En fait, il s'agit d'un des plus anciens fonds musicaux français de quelque importance. Seulement comparable par la période couverte
au fonds de Sébastien de Brossard, passé à la Bibliothèque royale dans les années 1720. Il a une taille relativement modeste pour un fonds ancien, mais déjà très importante pour un fonds musical, et recèle une quantité considérable d'éditions rares et de manuscrits intéressants. Il est large en termes de domaines couverts, avec des chansons, des airs, des motets, des messes, des pièces instrumentales, des cantates, quelques opéras. Sur la période 1500-1750, il y a environ la moitié de traités, et cette proportion importante reflète sans doute une volonté d'érudition dont les fonds génovéfins peuvent se réclamer. Je précise que dans les fonds dits musicaux, les traités et la musique pratique peuvent être considérés séparément. Ils peuvent avoir une origine différente. De plus, la présence des traités peut être simplement la conséquence d'une politique encyclopédique d'acquisition, ce dont la musique pratique ne peut évidemment pas se réclamer. La musique n'ayant pas de sujet. Pour en souligner la valeur, j'ai pointé les unicas, dont la BSG conserve le seul exemplaire complet, et les semi-unicas, dont elle possède un des deux seuls exemplaires complets, dans la production musicale des Ballards entre 1600 et 1650. Il apparaît là nombre d'éditions fort importantes pour la connaissance de la musique de cette époque, outre beaucoup d'autres éditions moins rares, mais non moins importantes. En plus de ces unicats de chez Ballard, il y a les unicats de Jacques I et Jacques de Senlec, qui sont de la même époque et qui sont encore plus rares, si j'ose dire. Une statistique sur les dates d'édition des imprimés de musique pratique, donc sans les traités, montre le profil du fonds proprement musical. On voit que ce fonds a été constitué de manière à peu près continue mais inégale entre 1550 et 1700-1710. Il semble avoir été négligé ensuite jusqu'à la moitié du XVIIIe siècle. À ce moment, l'intérêt d'un bibliothécaire pour la musique, le père Pingré, peut expliquer que les acquisitions reprennent. L'origine de ce fonds n'est pas clairement documentée et elle est sans doute multiple. Il a été dit qu'il provient essentiellement de la collection de Charles-Maurice Le Tellier, archevêque de Reims et maître de la Chapelle royale, collection qui a été léguée en 1710 à la Bibliothèque des Génovéfins de Paris. Cette provenance me paraît douteuse, en tout cas elle n'est pas vraiment documentée, et ceci pour la plus grosse part du fonds. Pour essayer d'y voir plus clair, j'ai donc résolu de rechercher les indices sur la provenance des ouvrages en relevant systématiquement les reliures, les codes anciennes, les ex-libris, les annotations, etc., sur les volumes numérisés ou sur les vrais volumes s'ils ne sont pas encore numérisés. Je remercie à ce propos Madame Rollet et les magasinières de la Réserve pour les facilités accordées pour cette consultation systématique, qui était pour le moins répétitive. Je passerai sur les origines de la bibliothèque génovéfaine, car rien dans le fonds musical ne m'a semblé être en lien avec ses premiers bibliothécaires ou possesseurs. Le cardinal François de la Rochefoucauld, peut-être que mon collègue me contredira, mais nous verrons. Les savants Claude Dumolinet ou Gabriel Naudet, les génovéfins Jean Fronteau, Pierre Lallemand, Athanase Le Rhéteur, Guillaume de Flexel. Je passerai aussi sur quelques ouvrages qui portent une provenance intéressante ou prestigieuse, tel le traité de Salinas de 1577 qui vient de l'académicien Jean Balesdins, les 50 psaumes de Denis Quégnet en 1607 qui portent le nom du poète Louis Mauduit, de l'école des illustres bergers, ou encore le premier livre des pièces de clavecin de Couperin qui porte l'ex-libris de Sabot du Ruol, un amateur dont on possède d'autres partitions musicales ailleurs, à la BNF et à l'Opéra. Je me focaliserai donc sur les provenances qui se rencontrent le plus souvent, susceptibles de donner des éléments sur la provenance d'une partie du fonds. Tout d'abord, les ouvrages qui portent une cote manuscrite que j'appellerais les cotes astrologiques. Ces cotes portent un signe du zodiaque suivi d'un numéro et une suite de 2 ou 3 chiffres suivis d'un L minuscule qui semble être un prix d'achat exprimé en livres, tournois, sols et deniers. La bibliothèque Sainte-Geneviève en possède environ 2500 volumes, qui proviennent donc d'une collection constituée à la fin du XVIIe siècle, à forte composante médicale et scientifique, et entrée dans ses fonds entre 1714 et 1732. Son origine n'est toujours pas connue. Cette collection a déjà été évoquée par Charles Koller puis M. Sordet.
deux conservateurs qui ont travaillé à la bibliothèque Sainte-Geneviève, mais son origine n'a pu être perçue. La collection musicale de la bibliothèque Sainte-Geneviève contient 17 volumes de cette collection aux cotes astrologiques. Il s'agit surtout de traités et de musique spirituelle, avec quelques airs et les pièces d'orgue de André Raison. Vous envoyez la liste par ordre chronologique. La musique pratique étant en jaune. Malgré la documentation que j'ai pu accumuler sur les collections musicales anciennes, je n'ai pas pu, hélas, moi non plus, identifier cette collection. On a évoqué la collection Bigot ou celle de Jean Gallois, mais les concordances ne sont pas convaincantes. Donc, mystère. Autre source, le manuscrit 953 de la bibliothèque Sainte-Geneviève, qui est un catalogue de cette bibliothèque extrêmement précieux, qu'on peut dater de 1695 dans sa rédaction première. Quelques pages ont été arrachées, pas par moi, hein. Toutefois, la compilation entre le catalogue et deux autres volumes d'index révèle les choses suivantes. Y figurent 30 traités de musique ou de plein chant, les deux derniers étant ceux de Fornas en 1672, de Buliowski en 1680, et même un traité de Ménestrier en 81, et seulement 6 éditions de musique pratique parues entre 1616 et 1668. Fort intéressante, dont une est perdue d'ailleurs, les 8 cantiques, les 8 magnificats de Bournonville à 3 voix de 1623 sont perdus. Il y a donc assez peu de choses, malheureusement, qui montrent que vers 1695, le gros du fonds musical n'était pas encore parvenu à la bibliothèque Sainte-Geneviève. Par ailleurs, on trouve deux marques de provenance très intéressantes sur deux éditions du XVIIe siècle. Tout d'abord, un ex-libris de Henri Dumont sur une édition anversoise de 1625, Les Villanelli de Léonard de Haudemont. Liégeois, comme Dumont. Henri Dumont, compositeur et organiste formé à Liège, sous-maître de la chapelle de Louis XIV, promoteur de la forme du grand motet, possédait une petite bibliothèque de musique. Son inventaire après décès de 1684 révèle 17 livres in quarto qui traitent de musique, prisés 3 livres, et 10 autres paquets de livres de musique, non détaillés hélas, prisés 26 livres. Non détaillés comme c'est hélas rarement le cas. Cet ex-libris a déjà été relevé par Laurence de Cobert dans son ouvrage sur Henri Dumont. Elle y a fait l'hypothèse que quelques autres partitions publiées dans les Flandres, des œuvres d'Andreas Datt en 1626, Rovetta en 1640 ou Casati en 1644, pourraient avoir la même provenance, à quoi je pourrais ajouter un recueil de Gilles N de 1646. On pourrait se trouver là en présence d'un résidu de la bibliothèque de musique personnelle de Henri Dumont. Malheureusement, un seul volume porte son ex-libris manuscrit. Et ceci est fort intéressant, car Dumont est un immense compositeur. On sait aussi que par testament, il a légué sa bibliothèque de musique à Robert Mercier, maître des enfants de chœur de l'église Saint-Paul. Je parle ici de l'ancienne église Saint-Paul détruite à la Révolution, et dont il ne reste qu'une tour, et pas de l'église Saint-Paul-Saint-Louis de la rue Saint-Antoine. Il se trouve qu'un autre volume, Les airs à boire à 2 parties, en 1673, porte la mention « Pour Monsieur le Mercier, maître de musique à Saint-Paul ». Cette mention peut être attribuée soit à l'éditeur, donc Robert III Ballard, soit au compositeur, un certain Pinard, fameux compositeur d'air à boire, comme son nom l'indique. Cette mention nous ramène encore une fois à Robert Mercier à Saint-Paul. Il avait été enfant de chœur dans cette église dès 1633, puis prêtre et maître des enfants de 1668 jusqu'à sa mort en 1709. Il était très lié à Henri Dumont, agissant comme son secrétaire et logeant dans la même maison. Il est aussi son légateur universel et exécuteur testamentaire. Mercier est un homme fort riche, ses biens se montent à 60 000 livres, assez introduit dans les milieux musicaux pour être le témoin de mariage de Pascal Colas en 1689. C'est lui qui s'occupe de faire poser une plaque de marbre en hommage à Dumont, une plaque qui est maintenant au Louvre depuis la destruction de l'église. Dans son testament, Mercier prévoit le partage égal de ses biens entre ses 3 neveux et ses nièces, des enfants de sa sœur, tous des Lamarre.
Son inventaire après décès est fait à la requête de l'avocat Claude Vernage, son exécuteur testamentaire. Il révèle un grand et un petit orgue, 3 épinettes, 2 basses de viol et 140 volumes de livres de divers formats, hélas non détaillés. Un partage entre les héritiers de février 1710 stipule que les biens meubles et donc les livres ont été partagés également entre les héritiers, de sorte que la piste qui irait de Dumont à Mercier et de Mercier au Génovéfin s'interrompt ici, au milieu du gué. Peut-être ces livres de musique sont-ils restés à Saint-Paul à l'usage de la maîtrise. Celle-ci est dissoute en 1790, comme toutes les maîtrises françaises. L'église est détruite en 1796 et 99. Quelques tableaux sont récupérés pour les collections nationales. Et le devenir de la bibliothèque maîtrisienne n'est pas connu, comme c'est souvent le cas. Donc un apport direct ou indirect de Mercier ou de l'église Saint-Paul vers les collections génovéfaines reste hypothétique. Un autre apport est mieux documenté, celui de Charles-Maurice Letellier, archevêque de Reims et maître de la chapelle du Roi. Il possède une riche bibliothèque de manuscrits et d'imprimés dans lesquels ressortent des éditions Aldine et des reliures de Grolier. Les manuscrits sont légués à la Bibliothèque royale, qui est dirigée alors par son neveu, l'abbé de Louvois. Quant aux 16 000 volumes imprimés, Letellier les lègue à l'abbaye des Génovéfins de Paris, souhaitant ne pas encombrer la Bibliothèque royale. Il a été écrit et répété que cette collection était très riche en musique, mais en fait, cette assertion ne nous paraît pas documentée. En effet, on dispose d'un catalogue de cette collection imprimé en 1693 à l'imprimerie royale. L'exemplaire de la bibliothèque Sainte-Geneviève est interfolié et complété jusque vers 1710, année du legs. Il a été numérisé. Ce legs Letellier est considérable en qualité comme en quantité, puisque le fonds génovéfin double presque de volume. Mais pour la musique, on n'y voit que 5 traités, y compris son exemplaire de dédicace de l'art de chanter de Lancelot, très belle reliure en vélin doré. Seulement 6 partitions de musique pratique, à savoir les 4 recueils des grands motets de Dumont, Lorenzani, Robert et Lully, écrits pour la chapelle du Roi, les petits motets de Dumont et le triomphe de l'amour, donc musique dramatique de Lully. Enfin, quelques recueils de livrets particulièrement précieux. Ces volumes sont les seuls qui portent soit une reliure à ses armes, dont vous avez un exemple ici, soit son ex-dono imprimé. La musique pratique date de la période 1680-1693, elle est donc très tardive. Letellier avait été maître de la chapelle du Roi depuis 1668 jusqu'à sa mort en 1709. À ce titre, il touchait 12 000 livres annuels et recevait le serment de tous les officiers de la chapelle, les chantres, les musiciens, les ballards. On peut supposer que les partitions des motets de Dumont, Robert, Lully et Lorenzani lui ont été données à titre d'hommage, escalité. En tout cas, comme pour les partitions supposées provenir de chez Dumont ou Mercier, il ne s'agit ici que de quelques volumes. Entre le début du XVIIIe et la Révolution, il ne semble pas y avoir d'événements marquants concernant le fonds musical, si ce n'est des acquisitions intervenant dans la seconde moitié du XVIIIe, dues notamment ou probablement à l'intérêt sensible que le bibliothécaire Pingré portait à la musique. Ces acquisitions n'ont pas l'importance de la partie la plus ancienne du fonds, ne serait-ce que quantitativement, puisque l'édition musicale française prend alors un essor extraordinaire, ce qui fait que proportionnellement, cette partie 18e du fonds reste assez mineure. À la Révolution, le fonds de Sainte-Geneviève échappe à la confiscation grâce à l'entremise du père Pingré. À l'inverse, la bibliothèque est nationalisée et obtient de pouvoir prélever dans les dépôts littéraires, comme la Bibliothèque nationale, l'Arsenal et la Mazarine, en s'insérant ainsi dans le cartel des bibliothèques parisiennes les plus riches. Ce cartel va faire la loi dans les bibliothèques parisiennes pendant tout le XIXe siècle. Elle reçoit même quelques prélèvements faits dans les bibliothèques italiennes lors des campagnes napoléoniennes, mais rien de tout ça semble avoir eu un impact sensible sur le fonds musical. Finalement, au bout du compte, si l'on soustrait du fonds musical les volumes dont la provenance Dumont, Mercier ou Letellier est avérée, entre 20 et 30 volumes de musique, d'où viennent les 250 partitions qui restent? Grave question.
Quelques constats tout d'abord. En règle générale, le fonds de musique pratique est en bon état, avec peu d'annotations de tâches ni de pages cornées. Si l'on y voit quelques belles reliures en veau ornées, en parchemin ou en pourtourné, dont vous avez là des exemples, il reste globalement mal relié. Une majorité des volumes a été recouverte au XIXe siècle par des cartonnages peu élégants, comme si la plupart d'entre eux étaient parvenus en blanc ou en reliure d'attente et qu'il avait donc fallu les protéger. Il y a encore très peu de musique vers 1695 et les dates d'édition chutent après 1600-1610, de sorte qu'une provenance Letellier, par son legs de 1710, ou Mercier, après sa mort en 1709, reste possible. Il est aussi possible qu'il y ait des provenances multiples, des petits fonds agrégés au fur et à mesure. Compte tenu de ces constats, un peu désolants malheureusement, on peut faire quelques hypothèses. Il pourrait s'agir d'une partie non cataloguée du fonds Letellier. La musique était souvent mal reliée et considérée de peu de valeur intellectuelle et marchande. Les inventaires le prouvent assez, où elle est très souvent prisée en lot. Elle est aussi assez maltraitée dans les catalogues de vente. Mais la nature de ce fonds me semble un petit peu trop ancienne pour une provenance Letellier. Une provenance de Robert Mercier est aussi possible, qui inclurait la collection de Henri Dumont. Elle serait parvenue aux Génovéfins par un biais qui n'est pas connu. Il est possible qu'il y ait un bout de la bibliothèque musicale de Louis Mauduit, qui correspond assez bien au niveau des dates. Outre les psaumes de Cagnet qui sont à Sainte-Geneviève, on a le traité de Salinas de Mauduit qui est à l'Arsenal. Pour la part du fonds qui provient de l'imprimerie Ballard, entre un quart et un tiers, pourrait-il s'agir d'un dépôt plus ou moins régulier fait par les Ballard à la maison des Génovéfins. Leur atelier était très proche de l'abbaye, à 2 rues, comme vous pouvez le voir. Ça pourrait expliquer que des volumes y parviennent en blanc, c'est-à-dire non reliés. Ou alors, les Ballard ont-ils fait profiter les Génovéfins d'un nettoyage de leur fonds, intervenu en 1698, lorsque Christophe s'associe à son fils, pour moitié. Tout cela reste encore assez mystérieux. Compte tenu de l'existence dans ce fonds de plusieurs éditions flamandes, publiées notamment chez Pierre Falaise à Anvers, et d'éditions italiennes, ainsi que d'éditions parisiennes émanant de grands compositeurs tels Lassus, Lejeune ou Ducoroy, je pencherais plutôt pour une hypothèse Dumont-Mercier, mais sans preuve. Il faudrait là creuser encore plus en étudiant les annotations musicales des manuscrits et des imprimés. Donc pour l'instant, le mystère reste entier, sauf à ce que Georget nous précise des choses. Mais je tâcherai de faire quelques pas en plus d'ici la publication des actes du colloque. Je vous remercie. Hop. La bibliothèque de Sainte-Geneviève conserve un fonds musical italien exceptionnel, couvrant la période 1550 à 1750, où le catalogue de la collection des livres imprimés est le plus remarquable, ainsi que vient de le montrer Laurent Guillot. La richesse de ce fonds musical a bien sûr été soulignée par Marguerite Winsweiler en 1953, même si l'importance des sources spécifiquement italiennes n'a pas été relevée. Ma présentation se concentrera donc sur ce fonds musical italien pour la période mentionnée. Par fonds musical italien, j'entends toutes les partitions de musique profane, de musique sacrée et de musique instrumentale, ainsi que les traités musicaux publiés en Italie, mais également les musiques dont les auteurs sont italiens, même si la provenance des sources n'est pas italienne. C'est le cas des éditions qui paraissent à Anvers, à une période où les publications de musique italienne sont les plus prolifiques et les plus recherchées.
Afin de présenter le panorama le plus complet possible du patrimoine musical italien de cette bibliothèque, j'ai décidé d'élargir la notion de fonds musical. Elle englobera non seulement les partitions, c'est-à-dire les sources musicales au sens strict du terme, mais également les livrets des drames musicaux et des ballets, les chroniques d'événements princiers et les discours où il est question de musique. Et enfin, les œuvres littéraires italiennes ayant inspiré l'art musical. Je commencerai par la présentation de ces sources en les situant dans leur contexte historique, pour ensuite analyser les significations culturelles de cette collection en émettant quelques hypothèses sur la provenance du fonds. Je ne suis pas plus avancé que Laurent, mais malgré tout, j'avancerai quelques hypothèses. Je tenterai ainsi de montrer la valeur, la rareté et l'utilité de cette collection musicale, importante source méconnue, aussi bien pour les musicologues que pour les historiens. Le fonds musical de la Bibliothèque Sainte-Geneviève comprend donc 62 sources. Parmi les sources de musique vocale, on compte 17 recueils imprimés, parmi lesquels 4 anthologies et une source manuscrite. Les sources de musique vocale sacrée comprennent 11 recueils imprimés, auxquels il faut ajouter un recueil imprimé et 5 sources manuscrites de musique instrumentale. On compte en outre 9 traités musicaux, dont un manuscrit, 9 livrets de drames destinés à être mis en musique, un livret de ballet, 2 chroniques d'événements princiers avec musique, 3 discours imprimés où il est question de musique, ainsi que 3 ouvrages littéraires ayant inspiré l'art musical. J'en profite pour remercier très chaleureusement toutes les conservatrices et les magasinières de la réserve à Sainte-Geneviève, grâce à qui j'ai pu consulter toutes ces sources dans des conditions privilégiées. Et je n'exagère pas quand je parle de conditions privilégiées. J'ai recensé 35 partitions, soit un peu plus de la moitié du fonds musical, que j'ai classé en musique profane, sacrée et instrumentale. Les sources de musique profane sont composées de 13 recueils et 4 importantes anthologies de madrigaux, dont l'une est une réédition. Ces imprimés ont été publiés à Venise et à Anvers entre 1559 et 1645. Je peux mentionner aussi une copie manuscrite du XVIIIe siècle d'airs extraits de plusieurs cantates du XVIIe siècle du castrat romain Marco Antonio Pasqualini, mais aussi de Luigi et Carlo Rossi, de Giacomo Carissimi et Marco Marazzoli. Musique en provenance de la Bibliothèque apostolique et de la Bibliothèque casanatense de Rome. Je m'attarderai sur les recueils de madrigaux qui sont les sources parmi les plus intéressantes. Le premier est le recueil complet de madrigaux de 4 à 6 voix qui contiennent également 4 dialogues à 7 voix en italien, presque tous sur des poèmes de Pétrarque, ainsi que des motets de 4 à 7 voix en latin. Il s'agit du plus célèbre recueil de musique d'Adrien Villaert, intitulé Musica Nova, qui est vraiment magnifique, un des premiers portraits d'un compositeur figurant dans une préface, publié à Venise en 1559. Le compositeur, alors maître de chapelle à la basilique Saint-Marc de Venise, donne l'exemple d'une nouvelle approche de la traduction sonore du texte poétique, fondée sur une complexe théorie musicale de l'affect, laquelle donne une place centrale à la fonction expressive de l'harmonie, d'où le titre Musica Nova. La dédicace à Alphonse II d'Este, prince de Ferrare, montre les liens musicaux entre cette ville et le développement musical à Venise. L'anthologie de différents auteurs intitulée Fiori Musicali, publiée en 1587, elle aussi à Venise, mérite qu'on s'y attarde. Il s'agit en effet d'un unicum qui nous est parvenu complet. Cet exemplaire, entièrement numérisé, contient des poèmes ferrarais, du Taz, d'Orsina Cavalletta et de l'Arioste, mis en musique par des musiciens gravitant autour des écoles de Venise, Vérone et Rome, comme les frères Nannino, Felice Nerio, Giovanelli ou bien Giovanni Gabrielli. En outre, et toujours dans la catégorie de la musique vocale profane, les 11 partitions publiées entre 1591 et 1610 à Anvers par les presses du principal imprimeur de musique italienne dans l'Europe du Nord, Pierre Falaise fils, forment presque un tiers de la collection. La ville d'Anvers est en effet l'un des plus grands centres de l'édition musicale en Europe, et particulièrement de musique italienne, compte tenu de nombreux Italiens, en grande partie originaires de Gênes, Lucques ou Florence, qui y résident alors.
Je vous renvoie aux travaux de Gérald Oestra, Christine Fornet, Susan Lewis Hammond et Henri Van Hulst. Après celle de la BNF, il s'agit de la collection la plus importante de musique italienne, celle de Sainte-Geneviève, éditée par cet imprimeur anversois en France. Parmi les partitions les plus remarquables, je peux citer aussi les anthologies des Madrigaux et Lauro Verde, publiées en 1591, et Il Trionfo di Dori, publiée quant à elle en 1595 et rééditée en 1601. La première anthologie, donc Lauro Verde, recueil Ferrare au fort contenu romain, contient des pièces de Marinzio, du Macque, Luzzaschi, Orazio Vecchi ou Jacques de Wert, avec l'ajout pour cette édition de 2 madrigaux à 8 voix de Gabrieli et Strigio. Quant à la seconde, donc Il Trionfo di Dori, dont les 2 éditions sont conservées incomplètes, il s'agit de la première édition de musique italienne publiée par Falaise après la mort de Bellair. 3 exemplaires de ces anthologies ont été expédiés en France, à Caen, à Nantes et Bordeaux, un an après sa parution en 1596. Voilà une piste de l'arrivée peut-être en France de cette partition. Les 29 madrigaux qui se terminent tous par le même vers ont été mis en musique par différents compositeurs tels Gastoldi, Philippe de Monte, Macque, Marinzio ou Palestrina. Ces pièces sont un exemple du style de composition classique de la fin du XVIe siècle et montrent que la musique de Palestrina est diffusée dans les anciens Pays-Bas à cette époque. Enfin, outre l'édition complète de 1598 par Leroy et Ballard d'un livre de madrigaux à 4 voix de Luca Marinzio, 4 autres recueils publiés quant à eux en 1609 et 1610 par Falaise sont conservés dans cette bibliothèque. Ils ont été dédiés par l'éditeur, donc Falaise, au gouverneur de Malines, et sont à la fois une réédition et une compilation des 9 livres de madrigaux à 5 voix et des 6 livres de madrigaux à 6 voix du compositeur. C'est vraiment magnifique d'avoir ça. Toutes les partitions de Marinzio sont conservées incomplètes, malheureusement, mais il s'agit des unicats. La Bibliothèque Sainte-Geneviève conserve 11 partitions de musique sacrée publiées entre 1639 et 1662 à Venise, à l'exception de 2 recueils publiés à Anvers en 1644 et 1665, toujours chez Falaise. Il s'agit de messes, motets, psaumes et autres pièces liturgiques en style concertant, composées par Merula, Rovetta, Casati, Faccini et surtout par Giovanni Legrenzi, qui est le musicien dont on conserve le plus de partitions dans ce fonds. Ces compositeurs ont presque tous été actifs à Venise à l'époque de Monteverdi. Je peux mentionner le 5e livre de motet concertant de Giovanni Rovetta, publié à Venise en 1639, année où le compositeur, alors professeur de musique à l'Orphelinat dei Mendicanti à Venise, publie dans cette ville un recueil de messes et psaumes concertants dédiés à Louis XIII. Le fonds conserve également 6 recueils, dont la moitié sont incomplets, de Legrenzi, dont Giovanni Legrenzi, l'un des plus importants compositeurs italiens de la seconde moitié du XVIIe siècle. Originaire de Bergame, ses œuvres de musique sacrée conservées ici, messes, litanies, complis, antiennes, motets, chansons sacrées et psaumes de 2 à 5 voix, dont certains en forme de dialogue, avec parfois 2 violons et basses continues, ont été publiés entre 1654 et 1665, lorsqu'il est maître de chapelle de l'Académie du Saint-Esprit de Ferrare, quelques années avant son séjour à Paris. Son court séjour à Paris dans les années qui ont suivi, 1667 par là. Elle nous donne un exemple du style vénitien après Monteverdi. Ces recueils, dont l'un est une réédition anversoise incomplète, sont pour la plupart des unicats et sont presque tous numérisés. Enfin, une copie manuscrite incomplète, oui, forcément, c'est une copie manuscrite datant du XVIIe siècle d'une partie, la partie est complète, du second dessus, du 2e livre de Sentimenti Devoti à 2 et 3 voix de 1660, toujours de Legrenzi, et également conservé dans cette bibliothèque. Et merci Laurent pour la photo. En ce qui concerne la musique instrumentale, la Bibliothèque Sainte-Geneviève conserve un recueil imprimé de sonates de 1 à 6 parties pour
cordes, violon alto, viola da braccio, violone, cornet et basson du même Legrenzi. Cet unicum numérisé a été publié à Venise en 1663 et contient des pièces qui portent des titres qui font pour la plupart allusion à des personnages nobles de Ferrare et de la Vénétie, et donc des titres tels la Ventivoglia, la Pia, Loviza, la Bevilacqua, les grandes familles de cette région. La bibliothèque conserve également 5 manuscrits du XVIIIe siècle. Il s'agit de 25 suites de menuets pour violon et basse de 1733 de Sammartini, compositeur milanais, et d'un certain Bernardi. D'autres manuscrits contiennent 12 sonates pour violoncelle de Bononcini, compositeur de Modène, ainsi que des parties de violoncelle de plusieurs concertos de Corelli et de Vivaldi. Tous ces manuscrits sont des copies anonymes et non pas des orthographes. Enfin, un manuscrit incomplet contient les parties séparées, 2 violons, 2 corps et basse, d'une ouverture à l'italienne, 5 entr'actes et un ballet d'un auteur non identifié. L'ouverture complète est attribuée à un certain Martinelli. Il s'agit sans doute d'Antonio Martinelli, 1701-1782, violoniste natif de Modène et actif à Venise durant les années 1720, à la même époque qu'Antonio Vivaldi. Ces musiques auraient pu être destinées aux orphelinats de Derelitti ou de Mendicanti et écrites entre 1725 et 1730, durant les premières années de Martinelli à Venise. Maintenant, les écrits italiens qui parlent de musique, dont j'élargis et je sors des partitions. Les 27 sources d'écrits qui parlent de musique sont classées en 9 traités musicaux, 9 livrets de drames profanes destinés à être mis en musique, un livret de ballet, 2 chroniques d'événements princiers avec musique, 3 discours sur la musique et 3 œuvres littéraires ayant inspiré la musique. Le fonds conserve 9 importants traités théoriques et pratiques de musique datant de 1562 à 1776. Il s'agit des œuvres complètes de Zarlino, d'un recueil contenant 3 livres d'Aristoxène de Tarente, de la très importante Pratica di Musica de Ludovico Zacconi de 1592, de la monumentale Musurgia de Kircher, d'un traité de clavecin de 1745 de Francesco Gasparini, maître de chœur à l'Ospedale de la Pietà à Venise, d'une édition bilingue français-italien de 1776 du cabinet harmonique de Filippo Bonanni, catalogue d'instruments de musique qui relate leurs différents usages et qui contient les 139 gravures magnifiques des instruments présentés dans le volume. Nous avons aussi les 2 volumes de la monumentale Lyra Barberina de Giovanni Battista Doni, théoricien florentin actif à Rome, ainsi que du dernier traité publié en 1647 par ce dernier, dédié au cardinal Mazarin. Et enfin, la copie manuscrite, très intéressante, incomplète et anonyme, datant de 1619, du traité de contrepoint des frères romains, Giovanni Maria et Giovanni Bernardino Nannino, représentants de l'école romaine de contrepoint, tous 2 maîtres de chapelle à Saint-Louis des Français entre 1575 et 1608, et musiciens reconnus comme professeurs de musique. Il s'agit d'un très intéressant manuel de pratique vocale contenant des exercices destinés à apprendre à improviser le contrepoint à partir d'un cantus firmus en réalisant les notes ornementales de passage, à placer correctement les intervalles et à réaliser les cadences et les changements de ton. Cette règle, c'est comme ça que s'appelle le traité, témoigne ainsi des pratiques musicales romaines des années 1610, qui s'insèrent dans un monde musical qui oscille entre contrepoint et conscience harmonique. Les 9 livrets de drames destinés à être mis en musique datent de 1599 à 1675. Et ont été publiés à Vicence, Venise, Rome, Lucques et Vienne. Ils ont été écrits par Francesco Contarini, Giovanni Capponi, qui est l'auteur de la fable d'Arion, mis en musique par Sigismondo d'India à la cour de Turin en 1619, de Ottaviano Castelli, Francesco Sbarra, Niccolò Minato, Matteo Noris, Giovanni Francesco Bussani, dont un livret a été mis en musique par Cavalli en 1673, Tebaldo Fattorini et Giulio Cesare Corrali. Ces livrets mettent en scène des personnages tels Dioclétien ou Énée. Ces drames ont été représentés en 1675 dans les plus célèbres théâtres de Venise,
ou sont des fables pastorales ou des fables morales, dont l'une se déroule sur l'île du libre arbitre. Certains de ces textes ont été mis en musique par Angelo Cecchini, Marco Bigongiari, Antonio Draghi, Carlo Pallavicini, Giovanni Battista Lampugnani ou les Grenzi. On retrouve les Grenzi, et sont dédiés à Ferdinand de Médicis, au cardinal de Richelieu, à la duchesse de Nevers, au neveu de Mazarin et à la noblesse vénitienne. Je m'attarderai donc sur deux d'entre eux. Le premier est la sincérité triomphante de Ottaviano Castelli, conservée en deux éditions romaines de 1539 et 1540. La seconde édition que vous avez ici contient plusieurs épigrammes en arabe, en persan, en grec, en hébreu et dans d'autres langues du monde, comme le quechua. Les 5 actes de cette fable pastorale ont été mis en musique par Angelo Cecchini, musicien de Paolo Giordano de Orsini, duc de Bracciano, et représenté chez l'ambassadeur de France à Rome lors des célébrations pour la naissance de Louis XIV. La préface indique que plusieurs ballets furent intercalés à la fin du premier, du deuxième et du troisième acte. Le second texte est l'élégant et rarissime édition du livret du feu éternel gardé par les Vestales de Niccolò Minato, publié à Venise en 1674. Il a été mis en musique par le Vénitien Antonio Draghi, alors au service de Léopold d'Autriche et de l'impératrice Éléonore de Neubourg, un compositeur dont la musique lyrique mériterait d'être mieux connue. Ce drame a été représenté avec des airs pour 3 ballets pour la naissance de l'archiduchesse Anne-Marie-Joseph, fille de l'empereur Léopold et de sa deuxième épouse, l'impératrice Claude Félicité d'Autriche. Le livret contient de très belles gravures illustrant certaines scènes. La bibliothèque conserve aussi les dessins des chorégraphies du ballet La Finta Pazza de Giovanni Battista Balbi, donné en 1645 au Théâtre Bourbon à Paris, sur ordre d'Anne d'Autriche et de Mazarin, pour Louis XIV jeune. Balbi écrit dans la préface que la reine désirait donner un divertissement jamais vu, avec, je cite, la superbe avec laquelle on a coutume d'élever en Italie l'appareil des comédies en musique. Ces pièces chorégraphiques, dont les gravures sont uniques, contiennent des ballets des singes, des ours, des autruches et des perroquets. Les 2 chroniques d'événements princiers avec musique ont été publiées à Rome et à Paris en 1637 et 1681. Il s'agit pour la première des célébrations données en 1637 à Rome pour l'élection de l'empereur du Saint-Empire, Ferdinand III. Ce volume de Luigi Mancini contient les célèbres gravures des arcs de triomphe et autres appareils éphémères pour les fêtes données au palais du cardinal Maurice de Savoie, personnage qui m'est très cher. Quant à la musique, cette chronique fait mention d'une fable sur l'amour fugitif, ainsi que d'un dialogue en musique sur le triomphe de l'empereur, mis en musique par Lorenzo Molard, compositeur turinois au service de Maurice de Savoie, grand mécène et personnage de premier plan dans la vie politique et romaine de cette époque. La seconde chronique est le recueil des représentations en musique ancienne et moderne de l'historien jésuite François-Claude Ménétrier, important ouvrage qui recense les ballets ainsi que d'autres spectacles donnés en Italie, et notamment à la cour de Savoie. Les discours qui parlent de musique conservés sont au nombre de 3 et ont été publiés à Florence et à Venise entre 1589 et 1627. Le premier est la réfutation de Vincenzo Galilei, le père de Galileo Galilei, sur les idées de son maître Zarlino à propos des fondements mathématiques naturels de la musique. Le deuxième est un tiré à part, magnifique, édition d'une grande rareté, des 2e et 3e discours sacrés du cavalier marin. Le deuxième discours s'intitule « La musique sur les 7 paroles du Christ sur la croix » et est dédié au cardinal Maurice de Savoie. Quant au 3e discours, il s'agit de la première édition unique en France des discours moraux d'Agostino Mascardi, intellectuel de premier plan de la Rome de cette période, mais également serviteur du pape et secrétaire du cardinal Maurice de Savoie, à qui est dédié ce volume qui contient une série de dissertations sur le rapport entre musique, poésie, dialectique, philosophie, religion et affect. Enfin, cette longue présentation du très riche fonds italien conservé à Sainte-Geneviève s'achève par 3 œuvres littéraires ayant inspiré l'art musical. Il s'agit d'une édition parisienne de 1656 de la célèbre tragicomédie pastorale Il Pastor Fido de Guarini, des 2 éditions, l'une vénitienne de 1603, l'autre parisienne de 1657 de la fable Aminta du Tasse,
ainsi que de 2 éditions, l'une parisienne de 1656, l'autre amstellamoise de 1678 de Elsevier, de la fable pastorale Fili di Sciro du poète Ferrare Guidobaldo Bonarelli, très important pour les débuts de l'opéra en Italie. Cette dernière comporte un ex-libris de Jacobi Gaillard, chanoine à Rouen. Que nous apprend donc cette riche collection sur les significations culturelles de ces sources et sur leur transfert en France? Ce fonds musical montre clairement son empreinte romaine, ferrarese, vénitienne et génoise. Lieu de transformation des répertoires et des pratiques musicales durant la seconde moitié du XVIe siècle et durant tout le XVIIe siècle, art chronologique où le fonds musical italien est le plus riche, 85% des sources, 66% des traités, 85% des partitions, dont 70% des imprimés sont des unicats. Cette empreinte dévoile également, à travers les compositeurs, les auteurs des livrets, des traités, des chroniques et des auteurs littéraires, les imprimeurs, les éditeurs, les lieux de publication et de représentation, ainsi que les événements nobiliaires avec musique auxquels renvoient ces sources, les liens entre les écoles musicales en Italie, la circulation artistique et la diffusion des styles musicaux en Europe, et notamment entre l'Italie et l'Autriche, l'Italie et la France et la ville d'Anvers. Quelle pourrait être la provenance de ce fonds? Je ne peux à ce stade qu'avancer quelques hypothèses. Les origines du fonds italien, pour la partie qui concerne les chroniques et les discours et non les partitions, sont sans doute à trouver dans les liens du cardinal François de la Rochefoucauld avec l'Italie à cette époque. En effet, le cardinal est nommé abbé de Sainte-Geneviève en 1619, avant que la congrégation ne soit reconnue par le pape Urbain VIII en 1634, et même avant la création de la bibliothèque de l'abbaye vers 1624, et à laquelle le cardinal, dont les nombreuses correspondances diplomatiques sont conservées aux archives diplomatiques à la Courneuve, fit don de 600 volumes de sa bibliothèque privée, sans doute pas les partitions, mais les chroniques. De même, 3 chanoines génovéfins sont en rapport direct, du fait de leur fonction et leur mission au sein de la curie romaine, avec la ville éternelle, mais aussi avec les abbayes belges entre 1639 et 1671. En effet, à partir de 1662, 6 abbayes des anciens Pays-Bas ont adhéré à la congrégation de France. Il y a eu à partir de cette date des fréquents échanges et visites avec plusieurs villes en Belgique. Une recherche plus approfondie, et en particulier sur la bibliothèque de musique personnelle de Henri Dumont, comme l'a souligné Laurent Guillot, pourrait nous donner des réponses sur les liens du fonds musical anversois avec les imprimeurs du nord de l'Europe. Cela voudrait dire dans tous les cas que ces sources musicales ne proviendraient pas exclusivement du fonds légué par Le Tellier. Ainsi, identifier, étudier et présenter selon une approche élargie les sources musicales italiennes conservées dans cette bibliothèque parisienne met en évidence le transfert des répertoires musicaux ainsi que le voyage des collections à travers l'Europe, et plus largement la circulation de la pensée musicale de toute une époque. Cela montre enfin le lien étroit entre traces musicales et objets de savoir, la société se révélant notamment par l'écrit. Merci. Merci beaucoup pour cet exercice très très stimulant de radiographie, d'évaluation du fond. Vous montrez aussi qu'au-delà de la volumétrie, qui n'est jamais un critère en soi de richesse, il y a un certain nombre d'indicateurs qui sont très importants, le nombre d'unicats par exemple, qui est aussi un outil auquel accorder beaucoup d'importance quand on construit un projet de numérisation. Et puis on a assisté aussi à une enquête méthodique à travers les provenances, et on voit que l'approche raisonnée des provenances est vraiment un moyen de construire un instrumentarium qui permet de reconstituer l'archéologie des collections, même si un certain nombre de questionnements subsistent. Si j'ai bien suivi, vous avez formulé quelques hypothèses qui vont inviter à la poursuite de ces travaux. Alors je crois qu'il est temps que nous fassions circuler le micro dans la salle. Anne et Nathalie, si vous voulez nous rejoindre. Voilà, c'est à vous de harceler nos 4 orateurs des questions qui vous sont forcément venues. Oui,
C'est une question plutôt pour Laurent Guillot. Est-ce que tu as regardé les fiches du dictionnaire historique de Brossard qui allait dans toutes les bibliothèques parisiennes et ce qui permettrait de dater justement Non, je les ai pas regardés et c'est une erreur d'ailleurs. C'est une erreur. Je les ai pas regardés. Je sais pas si Brossard cite souvent le fonds génovéfin. D'ailleurs, je sais pas. Tu dois. Il y en a quelques-unes. Ceci étant, j'ai pas de traces de perte. Brossard cite sans doute des choses qui sont à Sainte-Geneviève, mais j'ai pas de raison de croire qu'il y avait des choses là qui n'y sont plus maintenant. Il y a qu'un exemple que j'ai trouvé, c'est les cantiques à 3 voix de Bournonville de 1623, qui me sont complètement inconnus, que j'ai découvert d'ailleurs pendant cette étude. Mais je devrais le faire, tout à fait. Tout à fait. Je le note. Bon, peut-être je vais le faire sans micro, ça sera plus simple. Vous entendez? Donc c'est encore une question pour Laurent. Tu as parlé, je crois au moment des cotes astrologiques, de Jean Gallois. Je ne sais pas si David Moroney est là. Oui, Jean Gallois, oui. Alors, c'est par rapport au prénom, parce qu'il y a, bon, voilà, il y a les Gallois de la lettre et de toutes les bibliothèques et qui travaillaient avec Bourdelot. Est-ce que ton Jean Gallois, c'est le Jean Gallois, l'abbé Gallois Non, Jean Gallois, c'est un académicien, énorme bibliothèque, il a passé sa vie à acheter des bouquins. Il meurt, je crois, vers 1710. C'est vraiment d'ailleurs une date qu'on retrouve très très souvent dans ces histoires. Il est cofondateur du Journal des Savants, intime de Colbert. Je... dont il est question ou... Enfin, lorsque je dis que j'ai pensé à la bibliothèque de Jean Gallois pour le fonds de Sainte-Geneviève, c'est de celui-là dont je parle. Voilà, c'est celui-là dont je parle qui meurt vers 1709 ou 1710. Son catalogue est publié en 1714 par Laurent Seneuse. Et en fait, c'est la première fois qu'on a une grosse bibliothèque musicale dans un catalogue de vente. Dans quelques semaines va paraître dans la revue de musicologie un article que j'ai fait sur les collections musicales à travers les catalogues de vente. Et ça commence en fait quasiment avec Jean Gallois en 1710. Avant, il y en a quelques-unes, mais c'est beaucoup moindre. Et donc j'ai pensé à lui comme d'autres, je crois, M. Sordet, où on pensait à la bibliothèque des frères Bigot, qui étaient des médecins, je crois. Mais bon, en fait, ça marche pas. C'est ni l'un ni l'autre. On ne sait toujours pas d'où vient cette collection, qui est considérable. Hein. Parce que vers 1700, recueillir 2500 livres à la bibliothèque Sainte-Geneviève de cette collection-là, c'est un don phénoménal. Hein. Et voilà, c'est très mystérieux, mais on va trouver, hein, on va trouver, tôt ou tard. On va en trouver ailleurs, où il y aura un ex-libris peut-être, et puis Merci. You're welcome. Non, j'ajouterais juste à propos de cette provenance énigmatique, on n'a pas fini de sonder l'ensemble des collections, bien sûr. Donc on dit 2000, mais il y en a peut-être plus. Voilà. Donc il faut qu'on aille encore en magasin, prendre les livres les uns après les autres, parce qu'il y a une forte tendance, une prépondérance des ouvrages médicaux et scientifiques, mais pas que, en fait. Donc voilà, on a encore du travail, et peut-être qu'on trouvera ce fameux ex-libris un jour. On peut supposer qu'il y a eu tôt ou tard une vente ou alors un don qui a peut-être été acté dans un acte capitulaire, je ne sais pas, enfin, une trace archivistique de l'arrivée de cette bibliothèque. Hein, mais pour l'instant, on n'a pas encore trouvé, je crois. Y a-t-il d'autres questions ? 2500, c'était votre estimation, je crois. Oui, bonjour. C'est une question pour les deux premières intervenantes. Et j'ai été intriguée par le fait que vous avez dit que dans le fond de Sainte-Geneviève, donc il y avait des disques vinyles. Alors déjà, vinyle, quoi vinyle. Et puis justement, leur provenance, enfin, ça, je suis très surprise.
Oui, alors en fait, la collection de disques, alors moi je ne la connais pas, elle se trouve à la bibliothèque nordique. Et malheureusement, je crois que la responsable de la bibliothèque nordique n'est pas là aujourd'hui, Florence Chapuis. Je ne connais pas leur provenance, mais on va se renseigner et puis vous pourrez la contacter directement. Je crois, je ne sais pas, François ou Marc, peut-être 300, ou Stéphane, 300, 350 disques. Oui, il y a à peu près 400 disques. Alors apparemment, c'était une collection qui était mise à la disposition du public de la bibliothèque, puisqu'ils sont disposés dans un meuble qui permet la consultation en fait. Et il y avait certainement un magnétophone. Alors c'est classé par pays scandinaves. Et vous avez des dominants qui se dessinent dans des pays scandinaves. On va dire la Suède, on a beaucoup de musique romantique. Dans d'autres pays, comme la Norvège, on peut avoir de la musique folklorique. Alors voilà, ce sont des 33 tours essentiellement. Voilà, c'est plutôt des 33 que des 70. Oui. C'est une collection qui est dans des années 50 en fait, 50 à 70. Il y a un catalogue? Alors non, c'est un petit peu... Le meuble a été remisé dans un coin des magasins. Pour l'instant, c'est pas vraiment mis en valeur, valorisé. Si vous voulez venir le consulter, Moi, j'ai une question vraiment fondamentale. Je pense qu'il faudrait qu'on s'arrête. Oui, peut-être une petite question pour Oui. monsieur Morales. Si je ne prends pas la parole à qui que ce soit. Voilà, non, ce sera très rapide. Vous avez signalé, chemin faisant, que 3 exemplaires du Trionfo d'Idori, dans l'édition de 95, avaient été expédiés en France. Oui. Mais c'est parce que vous les avez localisés en collection française ou alors parce que vous avez des traces? J'ai trouvé ça dans une note de bas de page, un article d'Henri Van Hulst. Voilà, dont je ne connais pas sa source à lui. Ouais. Non, parce que c'est quand même intriguant. Oui, c'est intriguant. Surtout que c'est l'année suivante de la publication. Non, en fait, c'est pas intriguant, parce que l'édition musicale anversoise était diffusée en France et dans le sud de l'Europe via les ports, via La Rochelle, via Nantes et via Bordeaux. Et de là, elle arrivait donc en France ou en Espagne. En fait, les transferts dont tu parles sont des transferts entre libraires. C'est que de la librairie. On a beaucoup d'exemples de ça dans les registres de l'imprimerie plantinienne, où la plupart du trafic se fait soit vers Paris, soit via les ports. Et donc on a des registres d'expédition du commerce intralibraire qui spécifient la présence de ces 3 exemplaires. Notamment pour Plantin. Mais ces 3 exemplaires au moins. Oui. Ouais. Mais après, une fois qu'ils sont arrivés chez les libraires, on ne sait pas ce qui se passe. Ah bah non. On aimerait bien. Mais le fait que ce soit ces villes-là, c'est toujours les mêmes villes, donc on peut pas, il n'y a pas de spécificité. C'est La Rochelle, Nantes, Bordeaux. Donc voilà. Ou Paris. Ou Francfort.